les 27 ont décidé, c'est un traité, ils ont décidé à travers un traité, de confier toutes les négociations du commerce extérieur à une personne, la présidente de la commission, qui délègue ensuite au commissaire qu'elle souhaite, le souhait de mener les discussions au nom des 27. Et elle a le mandat de négocier au mieux des intérêts de l'ensemble des États membres. C'est évidemment à elle de bien les percevoir. Et puis ensuite, elle dit ce qu'elle a négocié. Voilà comment les choses se sont passées, mais elle n'a reçu aucune instruction de l'Allemagne, de l'Italie ou de la France. Voilà. Alors, est-ce le cas ? Est-ce qu'elle a négocié véritablement ? C'est ce que dit Thierry Breton, sans se préoccuper finalement des positions des uns ou des autres, ou en essayant au contraire de faire une sorte d'addition de ce que les uns et les autres voulaient pour obtenir le meilleur accord possible avec les Américains. Madame l'ambassadeur. Alors, quand il y a des négociations commerciales, il y a un mandat de négociation, et en fait, qui reflète un équilibre entre les 27, parce que le rapport de force, il est certes avec les États-Unis, mais il est intra-européen aussi, parce que les intérêts des Allemands, des Italiens, des Irlandais, qui exportent beaucoup plus que nous vers les États-Unis, ne sont pas les mêmes que ceux de la France. Donc en réalité, on connaissait les contours de cet accord, et en tout cas, le résultat à 15%. Sur le fait de sanctionner ou de taxer les services, ça avait été envisagé, mais visiblement, ça n'a pas été retenu par les 27. Et donc, par les 27 ou par Madame von der Leyen ? Parce qu'on essaie de comprendre qui décide de quoi, des 15%, des 750 milliards, des 600 milliards. Par les 27, dans le mandat de négociation, vous ne pouvez pas tout avoir. Mais vous avez des lignes rouges et puis vous avez certaines directions. Donc c'est en fonction de ça qu'elle a négocié. Alors cela dit, il y a 2 sujets qui sont hors mandat, normalement, c'est les investissements européens aux États-Unis, parce que c'est le choix des entreprises et non pas de la Commission européenne, et l'achat de matériel américain sur lequel elle s'est engagée, et pour une somme très élevée. Donc là-dessus, elle n'avait pas d'instructions, mais pour le reste, elle agit dans le cadre des instructions, et je ne pense pas que le résultat final ait été une surprise, ni pour les Français, ni pour les autres. Maintenant, il y a évidemment des filières qui posent problème à la France, et plus qu'à d'autres. Ça dépend, parce que dans le domaine du luxe, un grand patron a dit qu'il préférait la stabilité à la poursuite d'une guerre commerciale, ce qui explique le terme soulagé du ministre. Maintenant, à la marge, il y a sans doute des possibilités, puisque l'accord n'est pas totalement ficelé. Mais je pense que c'est en fait à la marge. On nous a laissé entendre aujourd'hui que les négociations allaient commencer. C'est important pour les entreprises, notamment. Nous n'en resterons pas là, dit Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que vous allez regarder avec particulièrement d'attention ? Thomas Misraki, d'abord, attention de ne pas surjouer l'indignation. Dans cette négociation, le président Trump a considéré que il avait aujourd'hui, lui, un déficit de balance commerciale avec l'Europe. Et donc, ce qu'on a aujourd'hui, c'est ce qui est un fait pour les biens. Oui, ce qui est un fait pour les biens, ce qui n'est pas un fait pour les services. C'est pour ça que les services sont exonérés pour l'instant de taxes. Et la ministre l'a un peu rappelé en disant qu'il fallait soutenir nos entreprises. Et nous sommes extrêmement attentifs. Je rappelle quand même que depuis le début de l'année, on vit une tempête économique, une tempête sur les marchés boursiers, et une tempête douanière. Ça fait beaucoup pour nos entreprises. Aucune visibilité. On ne savait pas si c'était 5, si c'était 15, si c'était 25 ou si c'était un 50. Maintenant que vous savez que c'est 15, est-ce que vous vous dites c'est 15, c'est pas formidable, mais au moins on a de la visibilité, c'est mieux que rien? C15, c'est un camouflet, si vous voulez, c'est-à-dire que c'est forcément une défaite, mais au moins on a de la stabilité, puisque cet accord a été d'abord validé par le président Trump, qui l'a un peu imposé, il faut quand même dire les choses, et c'est aussi de la stabilité. Il a complètement imposé, vous voulez dire. Oui, mais c'est mieux que du yo-yo en permanence, de l'instabilité financière, des débats pour savoir s'il faut être patriote économique ou pas, alors que certains veulent investir aux États-Unis, il faut savoir si on va défendre notre industrie militaire alors qu'on veut nous vendre des F-35. Donc tout ça fait partie aujourd'hui d'un vrai débat et surtout d'une pause économique, financière et douanière. 15%, c'est soutenable pour les entreprises américaines. Vous avez entendu la ministre ici même qui nous explique finalement que ces 15%, nous y sommes déjà, et que le commerce transatlantique ne s'est pas effondré, et que donc on peut faire avec. Ce n'est pas formidable, mais enfin, on peut continuer d'exister tranquillement dans ce monde. C'est difficile pour les entreprises qui ont aujourd'hui des marges réduites. C'est difficile pour les entreprises dans un contexte où on a 68 000 défaillances d'entreprises en France. En revanche, on a
Thomas Misraki, une PME sur 3 qui exporte aux États-Unis. En Île-de-France, 25% des exportations de la région Île-de-France, qui représente un quart des exportations françaises, vont vers les États-Unis. On a des partenaires privilégiés qui sont les États-Unis. On a besoin aussi d'investir directement aux États-Unis. On a besoin de protéger les IDE, c'est-à-dire les investissements directs américains en France, près de 130 milliards d'euros. Donc on n'a pas intérêt à créer une guerre artificielle pour dire qu'on a les gros bras. Nous, on pense vraiment, et je vous le dis, que c'est un camouflet, c'est une difficulté pour nos entreprises. Il va falloir réduire sur nos marges. Néanmoins, vaut mieux une paix armée qu'une paix des perdants. Vous êtes un peu comme le ministre, déçu et soulagé à la fois, donc. Oui, à part que c'est notre argent quand même qui est en jeu. Bien sûr, c'est ce que j'allais vous dire. Qu'est-ce que vous dites aux 11 200 entreprises françaises, je crois, dont plus de 50% du chiffre d'affaires dépend de leur activité avec les États-Unis? Alors, ça a été rappelé par Madame l'ambassadrice tout à l'heure. Aujourd'hui, on est dans le fait de faire passer des messages en fonction des filières. Vous l'avez évoqué justement en exergue, les vins, les spiritueux, l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire qui reste encore hors du spectre. Comment on va faire pour pouvoir tirer notre épingle du jeu? Le luxe, effectivement, comment on va faire en sorte pour tirer notre épingle? Donc Bercy, cet après-midi, a annoncé qu'il ouvrait une cellule de cahiers de doléances. Tout n'est pas bouclé au niveau de la marge. Néanmoins, ce qu'on espère, c'est qu'on ne sera pas les dindons de la farce et que ça avancera dans le bon sens. Ça, c'est intéressant. Ce qui s'organise, ni plus ni moins, c'est la riposte. En tout cas, une réflexion autour de la façon d'être le moins touché possible par cet accord, ou en tout cas la façon dont il se dessine. Qu'est-ce qu'on peut faire? Encore faut-il poser le bon constat. Est-ce que la France pose le constat de M. François Bayrou dimanche soir que c'est une soumission, voire une vassalisation, cet accord, entre guillemets, parce que pour l'instant, il n'y a pas réellement d'accord, parce qu'on ne connaît toujours pas les détails. Et il a dit soumission, capitulation, humiliation, on dit des mots très forts quand même. Hein. Ou alors, cet accord, en fait, était le pire accord, à l'exception de tous les autres. C'est ça, aujourd'hui, certainement, que les Européens ont obtenu. Parce que ce dont Donald Trump avait réellement pris conscience, c'est qu'effectivement, les Européens sont faibles. Et il peut tirer profit de leur faiblesse. Mais pas faible sur le plan économique, sur le plan de la sécurité et défense. On ne peut pas délier ce sujet de la sécurité générale de l'Europe des appréciations de Donald Trump sur le continent européen. Tout le monde le répète, c'est un prédateur, c'est un instinctif. Il sent effectivement que les Européens sont en position de faiblesse. On sent aujourd'hui beaucoup d'Européens soucieux de ne pas casser le lien transatlantique parce qu'une énorme partie de l'Europe, a terriblement peur des annonces de Trump à l'automne qui pourraient engendrer une réduction du nombre de militaires américains présents sur le flanc oriental de l'Europe. Alors ça, on va en parler dans un instant parce que c'est aussi l'un des sujets de ce soir. Oui, et quand vous parliez de ce que nous pouvons faire, Madame la ministre l'a plus ou moins évoqué, elle parle de taxes sur les services. Mais cette taxe sur les services numériques... C'est une piste, ce n'est pas fait. Oui. Ils y réfléchissent. Elle a été extrêmement prudente. Je lui ai reposé la question 2 ou 3 fois. Vraiment, elle n'a pas voulu s'engager dans cette voie. Et elle a parfaitement raison d'être prudente, parce que la majorité des Européens la rejetteront pour une chose. C'est qu'à la fois Trump et J.D. Vance, pendant la campagne aux États-Unis, ont dit qu'effectivement, une grande partie de la sécurité européenne, de la sécurité américaine en Europe et de la protection américaine en Europe était liée à cette taxation sur les services numériques. Le président dit que pour être libre, il faut être craint. Mais pour une large partie des Européens, pour être craint, il faut être sous la protection des États-Unis. C'est ça aujourd'hui qui se joue. Beaucoup d'Européens considèrent que l'Europe n'est pas suffisamment prête, suffisamment forte pour aujourd'hui être capable de briser le lien transatlantique. Mais est-ce que l'Europe peut être forte, peut s'affirmer comme telle, sans au moins essayer de riposter sur... Pardon, c'est la logique de Donald Trump. Il dit on rééquilibre les échanges transatlantiques entre l'Europe et les États-Unis. En matière de biens, l'avantage est à l'Europe. On rééquilibre pour que les choses soient peut-être plus profitables pour les États-Unis. En matière de services, en revanche, c'est à nous peut-être de demander réparation. Est-ce que ça, on peut le faire? Est-ce qu'on a intérêt à le faire?
Alors, est-ce qu'on peut le faire ? Je ne suis pas économiste, donc je ne veux pas m'aventurer sur un certain nombre de calculs. Mais le problème avec les services, c'est qu'on paye aussi notre propre faiblesse, c'est-à-dire notre manque d'investissement. Madame la ministre parlait des services cloud, un certain nombre de services numériques dont les entreprises dépendent, dont les institutions dépendent, sans parler des particuliers, que ce soit les plateformes en ligne ou autres. Je veux bien qu'on les taxe, mais je ne suis pas convaincue que ça va très bien passé auprès aussi. Ce qu'elle disait, c'est qu'il faut investir massivement dans ces infrastructures. Mais c'est quelque chose de long terme. Ils sont au pouvoir depuis 2017. Ils ont, dans une certaine manière, les cordons de la bourse. Ils avaient le temps alors, elle vient d'arriver, c'est pas de sa faute évidemment personnellement, mais ils avaient le temps aussi de lancer ces grandes politiques d'investissement. Ça a été fait dans certains secteurs, pas pour tout. Voilà, et évidemment, c'est compliqué. Mais quand elle dit il faut qu'on investisse, faites-le. Oui, mais c'est quelque chose de long terme. Et on fait ce constat depuis un moment. J'entends Sylvie dire que c'est pas d'aujourd'hui que date ce constat. Donc très clairement. Et c'est pas aujourd'hui qu'on va soudainement menacer les États-Unis et trouver des remplacements ou avoir des sociétés européennes qui s'inventent de toutes pièces. Donc c'est très problématique. Non, mais moi je pense qu'on peut pas envisager une riposte uniquement en partant de la force de l'économie française, Thomas Misraki. Ce n'est pas possible. C'est une vue d'esprit, pour pas dire un peu grotesque. Excusez-moi de le dire, compte tenu de la situation économique. Ce qui arrive en France avec les services, c'est la même chose de partout en Europe. Non, mais ce que je veux dire, les Américains contrôlent tout. Non, mais j'entends bien, mais aujourd'hui, la seule solution, ça fera pas plaisir aux anti-européens. L'Europe, c'est 18% du PIB mondial. Les États-Unis, 26%. Si on n'arrive pas à monter demain des industries européennes, c'est-à-dire des entreprises communes sur des projets communs, comme on a eu dans un tiers d'aéronautique, en production, si on n'arrive pas aussi à développer une agriculture commune, si on n'arrive pas à développer un euro digital, je reviens là-dessus, une monnaie beaucoup plus forte, mais bien entendu que Trump nous rigole. Thierry Breton faisait remarquer tout à l'heure que dans le cadre de cet accord, les deux secteurs majeurs dans lesquels les Européens sont épargnés, ce sont les semi-conducteurs et l'aéronautique. Oui. Deux secteurs dans lesquels on a un avantage compétitif et technologique par rapport aux États-Unis. Comme par hasard, là, pas de taxe en plus. Pourquoi ? Dit Thierry Breton. Parce que les Américains ont besoin de la compétence et de la technologie européenne pour faire fonctionner leurs puces et pour fabriquer leurs avions. Est-ce que, donc, c'est de ce côté-là qu'il faut regarder, se renforcer dans les secteurs où on peut être les plus forts possibles et négocier avec ce qu'on peut opposer aux États-Unis. Si on ne peut pas discuter d'égo à égo, pas de pièces dans l'aéronautique, pas de semi-conducteurs, etc. Regardez à Toulouse, une trentaine d'entreprises qui travaillent pour Boeing, qui font leur écosystème, effectivement, les pièces détachées pour Boeing. Donc ça fait partie. Ça représente en France 7 milliards et demi d'euros, près de 8 milliards d'euros, l'industrie aéronautique. C'est extrêmement important. Vous n'avez oublié d'évoquer l'automobile. Ça reste un secteur aussi extrêmement important pour nous. Et capital pour l'Allemagne. Et voilà, et capital pour l'Allemagne. Donc tout ça fait partie de... C'est notre premier partenaire commercial européen. Voilà. Donc effectivement, tant qu'on n'aura pas une industrie beaucoup plus productive, beaucoup plus intrusive, tant qu'on sera là uniquement pour acheter des produits et les revendre à l'extérieur et les revendre à nos ressortissants européens, Trump considérera qu'on est faible, ce qui n'est pas le cas de la Chine. D'ailleurs, vous voyez qu'en ce moment, on parle beaucoup moins de la Chine. Et nous, notre enjeu, c'est pas uniquement de se battre contre les États-Unis, c'est demain de se battre sur l'invasion des produits chinois qui vont venir en France. Et les Chinois sont en train de négocier avec les Américains en ce moment même sur cette question. Une question pour tous les deux. J'aimerais avoir votre sentiment, et c'est une question que j'ai posée tout à l'heure à la ministre. Est-ce que nous sommes toujours amis, alliés, partenaires des États-Unis ? C'est une question sérieuse. Hein, non, moi, je ne pense pas que les États-Unis nous considèrent comme des amis ou des alliés. Ils nous considèrent comme des ennemis sur le plan commercial. Enfin, quand il dit les Européens, l'Europe a été construite pour nous arnaquer, si on choisit ce terme-là, il ne nous considère pas comme des amis, pas comme des alliés non plus, parce qu'en réalité, il nous considère comme des vassaux sur le plan militaire. Donc là, effectivement, le monde a changé et ça doit être un coup de semonce supplémentaire pour l'Europe. C'est malheureusement pas le premier
et on n'en a pas tiré les conséquences, sinon dans les mots. Mais pour renforcer l'Union européenne, il y a 2 propositions qui ont été faites par Enrico Letta et par Mario Draghi. Il faut les mettre en œuvre. Tout le monde reconnaît que c'est des propositions qui permettraient d'avoir une Europe plus forte, mais jusqu'à présent, ils doivent dater d'il y a à peu près 1 an. Personne n'a travaillé concrètement dessus. En quelques mots. Oui, le projet de Donald Trump pour l'Europe, il est très clair. L'affaiblir. Le problème est aussi dans la perception des Européens aujourd'hui des États-Unis, et une large partie de l'Europe a été dopée à la protection américaine. Et nous avons vécu collectivement aussi en Europe des dividendes de la protection américaine. Donc effectivement, le réveil est un peu lent pour les Européens. Mais il y a un vrai sujet sur l'influence française en Europe, en réalité, qui est posé. Parce que la France, effectivement, fait partie des pays européens qui s'agitent après cet accord. Mais beaucoup d'Européens disent très bien, les négociations vont peut-être pouvoir reprendre à la rentrée. À la rentrée, où en sera la France, politiquement ? La France, elle sera engloutie dans des débats budgétaires sans fin, avec une potentielle chute du gouvernement sur le budget. En réalité, la France et son influence pâtissent grandement de leur situation politique et économique intérieure.